a pas de sang dans cette guerre-là. C'est temps et qu'on peut l'appeler guerre. En tout cas, ce conflit international dure depuis des siècles. L'arme de la dévaluation compétitive est facile à utiliser, a priori très bénéfique pour celui qui l'emploie. Mais c'est aussi une attaque pour l'économie de tous les autres pays. Le père des risques serait que tous les autres pays ripostent à une dévaluation par une dévaluation. Le commerce mondial perdrait son peu d'équilibre et les sirènes d'alarme de l'hyperinflation rugiraient, une situation qu'aucun des pays du monde développé, émergent ou en développement ne saurait expérimenter explication. La guerre des monnaies ou guerre des devises ou guerre d'échange est la bataille qui se livrent les pays du monde entier pour être le plus compétitif possible via des politiques économiques, notamment monétaires, qui leur permet de baisser le niveau de leur monnaie nationale par rapport aux autres monnaies. En réalité, il s'agit de pratiquer ce que l'on appelle une dévaluation compétitive. C'est le ministre brésilien des Finances Guido Mantega qui le 27 septembre 2010 excédé par le riel brésilien trop fort qui plombe son économie, a parlé de guerre d'échange, quoique exagéré le terme a d'emblée un succès international et médiatique. En réalité, la dévaluation existe depuis plusieurs siècles et dans l'histoire économique du monde, l'utilisation de cette arme était monnaie courante. Parce qu'une monnaie faible par rapport aux autres favorise les exportations d'un pays. D'un autre côté, les importations deviennent plus chères, ce qui pousse les ménages à consommer entre parenthèses maison. Mais plus cher, la dévaluation est une forme de protectionnisme. Au final, l'industrie domestique est dopée, enclenchant un cercle vertueux de croissance économique, de consommation d'emplois et un film de recettes publiques. Un pays qui dévalue unilatéralement et fortement sa monnaie renforce son économie au détriment de l'emploi dans les autres pays. Cela crée un déséquilibre du commerce mondial que dénonçant ces autres pays. Tenter de faire pareil, si tout le monde dévalue ainsi, à ce moment-là, on peut parler de guerre. Primo, cela annule les effets positifs de la dévaluation. Et enfin, ne resteront plus que les inconvénients d'une telle manœuvre, à savoir de la création monétaire massive qui entraîne une hausse mondiale des prix. Or, l'inflation non maîtrisable est devenue une phobie pour la planète économie. L'histoire a prouvé que l'hyperinflation pousse à la révolte sociale, entre guillemets, davantage encore que le chômage et parfois conduit à la vraie guerre. Certains pays maintiennent artificiellement de manière plus ou moins assumée leur monnaie à un niveau relativement bas malgré une bonne santé économique, comme la Chine avec son yuan, que les États contrôlent. C'est le cas d'autres pays asiatiques comme Hong Kong ou Singapour. Figure aussi dans la liste des pays qui opèrent pour que leur monnaie ne se renforce pas trop. Les pays producteurs de pétrole et de gaz comme l'Arabie Saoudite ou la Russie. Dans un autre registre, la Suisse avec son franc, très recherché car très sûr, n'hésite pas à intervenir franchement pour protéger son économie. Dans un même contexte de monnaie trop forte car refuge, le Japon, troisième puissance économique dans le monde, a récemment fait chuter
son yen de manière forte et inattendue pour sortir son économie de sa trappe à liquidité. 20 ans de stagnation de la croissance et de déflation destructrice de richesses, une bombe. Tokyo a dès lors réenclenché le houleau débat sur la guerre des monnaies. Les États-Unis manipulent aussi leur monnaie autant qu'ils le peuvent, ainsi font-ils en sorte de maintenir un dollar relativement faible, mais pas trop, au risque de perdre la suprématie du billet vert, pour sinon sauver soutenir leur propre croissance et partant celle du reste du monde. Pour cela, la Réserve fédérale, comme vient de le faire le Japon, injecte des quantités astronomiques de dollars dans l'économie en maintenant des taux d'intérêt quasi nuls pour perviser en permanence l'investissement, l'emploi et la consommation des Américains. Cela permet enfin aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens, avec ses déficits publics et sa dette colossale qui ne cesse de se creuser dangereusement. Dans cette guerre, l'Union monétaire européenne adopte la stratégie du pacifisme. En réalité, elle n'a pas le choix, puisque sa banque centrale, la BCE, focalise son attention sur les déficits publics, la dette publique et l'inflation. Elle n'a pas d'objectif de croissance économique, contrairement à la Réserve fédérale, qui pourrait l'inciter à jouer sur l'euro pour l'atteindre. Résultat, l'euro est plutôt fort, notamment par rapport au dollar. Elles font environ 1,35 $ pour avoir un seul euro, tout de même loin du change à 1,60 qu'en mi-2008. Elle est selon l'indice Big Mac surévalué de 11,7%, de quoi pénaliser l'économie de la zone euro, fragilisée par une crise industrielle et des mesures d'austérité pour contenir les finances publiques. Déjà arrêté de parler de guerre, le message général des têtes dirigeants des pays les plus industrialisés du monde reste: elles font éviter les dévaluations compétitives de monnaie et poursuivre l'engagement des pays à l'égard des taux de change déterminés par le marché. La situation actuelle est moins pire qu'il y a 3 ans, quand Chine et États-Unis se sont affrontés violemment et publiquement sur le yuan et le dollar. Depuis, la Chine a consenti à relever doucement mais sûrement sa monnaie. Après la fin des accords de Bretton Woods de 1944 à 1973, les accords de Plaza en 1985 contre la flambée du dollar en 1985, et puis ceux de l'euro en 1987 pour en finir avec les interventions et la volatilité sur le marché des changes. La France a lancé le G20 en 2008, notamment dans l'idée de trouver une alternative à la suprématie exagérée du dollar, qui depuis 1971 n'est plus convertible en or. Le dollar reste roi malgré la création de l'euro en 1999, ce qui autorise les États-Unis à tant d'indiscipline au prétexte de sauver le commerce mondial.